Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Gary, un des cofondateurs du Café Historique, et je suis à nouveau très heureux de vous accueillir, aussi nombreux pour cette nouvelle édition du Café Historique. Merci Eric. Ce soir, je vais laisser rapidement la parole à Pierre qui va présenter Louis Bergès, notre conférencier. Simplement quelques mots pour vous dire que le Café donc, est une association. Comme vous le savez, je vous remercie de venir à chaque fois aussi nombreux et de soutenir notre association. Vous avez elle est en partenariat avec la brasserie Locana et la librairie Ola. Vous avez des ouvrages que vous pourrez consulter à la fin de la conférence qui reprennent le thème que nous abordons ce soir. Ouvrage aussi de Louis Bergès. Et également des adhésions pour ceux qui le souhaitent. Donc n'hésitez pas à soutenir le Café Historique. Nous, voilà, c'est la personne qui s'agite en rouge là-bas qui contrôle cela. Pour les personnes, pardonnez-moi pour ces petits points techniques, alors pour les personnes qui ont déjà adhéré, vos cartes d'adhésion sont aussi à disposition ce soir, donc nous pouvons vous les donner. Un autre point, en dehors du Café Historique, nous avons aussi travaillé à l'organisation de l'exposition propagande qui a un lien direct avec notre conférence de ce soir, qui a été prolongée au Centre National Jean Moulin. Donc je vous invite, pour ceux qui souhaiteraient découvrir cette page d'histoire, à aller visiter cette exposition. Et puis, écoutez, je passe immédiatement la parole à Pierre, qui nous présente Louis Bergès. Et je tiens à vous remercier à nouveau de vous être déplacés ce soir pour assister à cette nouvelle conférence. Je vous remercie. Bonsoir mesdames et messieurs. Nous avons donc l'immense plaisir d'accueillir ce soir Louis Bergès, directeur de la MAC des Pays de la Loire, historien, docteur en histoire, ancien élève de l'école des Chartes, qui a écrit de nombreux travaux sur la conscription sous le Premier Empire, un ouvrage sur la bataille de Valmy, et également qui a dirigé un travail sur la Seconde Guerre mondiale. Alors, la conférence de ce soir portera sur les mythes et les mensonges autour de la défaite de mai-juin 1940 et tentera de restituer toute la complexité autour de cet événement. Quel était l'état des forces en présence, l'état des forces armées, quelle est la part de l'incompétence du haut commandement militaire français dans la série de causes qui entraîne la débâcle, le naufrage de la Troisième République française. Quels écrits les historiens ont-ils produits sur cette défaite? Y a-t-il des continuités ou plutôt y a-t-il au contraire des ruptures entre les premiers écrits tels celui de Marc Bloch, L'étrange défaite, par rapport aux écrits d'historiens ultérieurs? Donc je laisse maintenant la parole à Louis Bergès et je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être pour la première fois au Café Historique de Bordeaux et j'inaugure donc ma présence par cette communication sur la bataille de 40. Je ne vais pas vous raconter la bataille, pour ça vous avez de bons ouvrages. Je vais plutôt la commenter et puis parler du regard que les historiens ont porté sur la bataille. Vous allez voir, c'est très édifiant. Alors, c'est un grand événement, une défaite. Une défaite, c'est un événement même exceptionnel dans l'histoire de France. On n'a pas de défaite aussi grave que celle-là, à Zincourt, Sedan, Waterloo. Non, c'est vraiment une grande défaite. Une grande défaite, mais une défaite parce que en 47 jours, on a défait ce que 4 ans et 3 mois avaient pu faire, c'est-à-dire la victoire de 14-18. Alors imaginez l'immense traumatisme que l'événement a pu produire en France en juin 40. Immense traumatisme en 6 semaines de bataille. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a un seul exemple, celui-là, et c'est l'exemple inverse, c'est la campagne de Prusse de 1806, où la France, cette fois-ci, a vaincu la Prusse en 39 jours. On a quand même fait mieux, mais vous voyez, c'était une bataille qui a sans doute également beaucoup traumatisé les Allemands. Alors, cet événement de la bataille de 40
nous avons de nombreuses idées reçues qui circulent, des images d'Épinal, et puis surtout une instrumentalisation des événements. Par qui? Eh bien par l'origine qui va suivre l'effondrement de la République. Alors cette bataille, elle a une particularité, c'est qu'elle a la propension à fabriquer des mythes, fabriquer des histoires. Et elle a passionné évidemment les historiens de tous bords et les grands témoins. Depuis 1941 jusqu'à aujourd'hui, 75 ans, nous avons environ 100 à 120 ouvrages de qualité sur le sujet, rien que sur la bataille de 40. Alors des grands témoins, on a parlé par bloc, mais il y aura des écrivains. Vous pensez aussi à des films. Je pense évidemment aux Jeux interdits que vous connaissez, 1952, mais pensons aussi à le film de Week-end à Zuidcote d'Henri Verneuil en 1964, et puis évidemment Où est donc passée la 7e compagnie de Robert Lamoureux en 1972. La littérature s'est emparée aussi de ces événements. Nous avons évidemment des grands auteurs collaborationnistes des années 40 qui ont parlé de la bataille. Céline, évidemment, dans les Baux de Rome, 1941. Vous vous souvenez, 9 mois de belote, 6 semaines de course à pied, l'armée Ladoumègue, Jules Ladoumègue, le cours à pied bordelais de la Bastille. Eh bien oui, c'était l'image que Céline a voulu donner de l'armée française à l'époque. Nous sommes en 1941. Et puis, il y a d'autres écrivains, heureusement, qui ont eu un regard plus objectif, plus éloigné, qui en ont fait un roman. Alors vous avez Julien Gracq avec Un balcon en forêt en 1958, Claude Simon, un livre peu connu, qui s'appelle Qu'un enfant, La route des Flandres, pardon. Et puis, je vous rappelle, un dernier ouvrage sur la bataille de 40, qui a été écrit en 1942 par Irène Nemirovsky, a été publié postérieurement. Vous savez qu'elle est morte déportée en 1942, mais on a retrouvé le manuscrit de son œuvre, et la première partie de la suite française, publiée en 2004, s'appelle La tempête en juin. Je vous recommande d'ailleurs cet ouvrage de grande qualité. Alors vous voyez le regard des historiens, le regard des cinéastes, le regard de la littérature. On a vraiment un grand panorama de jugement sur cette bataille. Alors moi je vais me proposer de vous faire l'économie du récit, mais de commenter cette bataille à travers 4 thèses. Il y a eu 4 thèses finalement qui se sont et qui continuent à s'affronter autour de cette bataille. Alors il y a 4 thèses. Une première thèse qui nous dit que la défaite elle a été voulue et choisie. Il y a une deuxième thèse qui nous dit que cette défaite elle était inéluctable. Elle était, on pouvait arriver qu'à une défaite. Troisième thèse, défaite impardonnable, à moitié entre l'une et l'autre. Et puis la dernière thèse, plus contemporaine, plus alternative, je dirais, cette défaite, elle était évitable, on pouvait l'éviter, ça veut dire qu'on peut peut-être gagner. Alors, en quelques mots maintenant, pour quand même vous remémorer la bataille, voilà le plan de la bataille, vous voyez. Alors, je vais résumer en quelques mots. La bataille se déroule en 47 jours. Nous avons ici la ligne Maginot, vous voyez là. Nous avons au nord la Belgique et la Hollande. Le 10 mai 1940, les Allemands, comme vous savez, attaquent la Hollande et la Belgique. Donc c'est le grand événement historique, c'est le siège du fort de Eben-Emael qui se déroule à 11h du matin le 10 mai 1940. Donc les Allemands, avec des planeurs, des parachutistes et des charges creuses, arrivent à s'emparer en quelques heures de ce fort. Événement militaire sans conséquences, symbolique sans doute, mais qui va montrer le dynamisme de l'envahisseur. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est que on voit les troupes allemandes vont arriver dans une zone, paraît-il, impénétrable. C'était le saillant des Ardennes, la forêt, le massif ardennais, et puis à côté, la Meuse. Cette région était réputée impénétrable, elle n'est donc pas défendue, et donc c'est là, comme vous savez, que l'armée allemande va percer. Alors donc ensuite, eh bien, c'est facile, c'est comme dans un jeu vidéo, j'allais dire. Eh bien, les Allemands obéissent au plan Manstein,
c'est-à-dire on attire l'ennemi au nord, en Belgique et en Hollande, et pendant ce temps, par le sud, on masse les troupes et on prend à revers, n'est-ce pas, les troupes qui sont progressivement encerclées en Belgique, au nord. Donc c'est exactement ce qui va se passer, et sans d'ailleurs, sans trop d'anicroche. Et en fait, donc, les 10 premiers jours, l'armée allemande arrive à Sedan le 12 mai, donc le 10 mai, 2 jours quand même. Il a fallu 2 jours que les Allemands traversent les Ardennes belges. Et puis, de Sedan jusqu'à la mer, jusqu'à Abbeville, 8 jours. Les Allemands sont le 20 mai à Abbeville. Donc, ce qui veut dire, du moins la tête de colonne, ce qui veut dire que l'armée française qui se bat en Belgique est encerclée dès le 20 mai. Alors ensuite, eh bien, vous allez avoir la bataille de la Poche de Dunkerque, hein, qui se trouve au nord. Donc les troupes sont encerclées, et donc il faut faire une sorte de chaudron pour essayer d'évacuer les troupes françaises. Donc ce sera l'événement autour de Lille, on en dira un mot, et puis à Dunkerque, l'embarquement de quand même 340 000 hommes, dont 120 000 Français, troupes britanniques et troupes françaises. Et ensuite, eh bien, quand les Anglais et les Français ont pu repartir en Angleterre, eh bien, le reste de l'armée française se retrouve face aux Allemands. Donc c'est la bataille de la Somme que vous voyez ici, et là, à 1 contre 2 environ, parce que l'armée française a été en partie décimée dans la première opération, et puis une partie est partie en Angleterre, donc le gros des armées allemandes, l'armée française va faire face sur la bataille de la Somme à partir du 5 juin jusqu'au 12 juin, et donc à le gros des troupes allemandes, 7 jours de bataille qui vont s'achever assez rapidement, et puis ensuite le front s'effondre, 12 juin, pardon, et puis l'armée allemande déferle sur la France. Paris est ville ouverte le 13 juin, Paris est ouvert et occupé à partir du 14 juin, et puis ensuite, vous allez bien la Maginot, bien elle est toujours là, vous avez la moitié de l'armée française cachée derrière. Les Allemands n'ont plus qu'à aller la chercher et l'encercler. Et puis ensuite, le reste des troupes allemandes descendent vers le sud pour chasser le reste de l'armée, et puis également tous les réfugiés qui fuient du nord de la France. Je vais résumer de façon très schématique le mouvement. On a appelé le faucille parce que, comme vous voyez, le mouvement tournant, n'est-ce pas, comme ceci, et on fauche l'armée française, britannique, belge et hollandaise avec la pointe de la faucille ici autour de la tête. Alors, bon, je n'en dirai, on en commentera après si vous voulez pour plus de précision. Cette bataille, comme vous voyez, elle est exemplaire et elle a évidemment stupéfait les contemporains. Comment l'armée française, qui avait vaincu en 14-18, a-t-elle pu être vaincue aussi facilement? Facilement, mais ça c'est une manière de parler, parce qu'en fait, ça n'a pas été un combat si facile que ça. Alors, maintenant, confrontons ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 4 points de vue. Alors voilà, là vous avez ici peut-être une meilleure vue de la géographie. Vous voyez que les distances sont pas énormes. Donc là, jusqu'ici, vous avez donc là, Montmédy, jusqu'ici vous avez l'Imaginot, et le reste, donc, c'est le terrain ouvert à la Belgique. Alors, une défaite voulue. Premier thème. Plusieurs historiens ont dit c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas avoir laissé faire une chose comme cela. Il y a une volonté politique pour faire battre la France, pour que le pays soit battu. Alors, le premier à l'avoir un petit peu mis sur le terrain, cet argument, c'est Marc Bloch lui-même. Il écrit en septembre 40 que les générations futures ne versent pas dans la fausse représentation d'un pays acceptant d'avance la défaite. Non, le pays, pour Marc Bloch, n'a pas accepté d'avance la défaite, donc ça veut dire que d'autres gens préparaient la défaite à sa place. Et puis, ce point de vue va être défendu par un autre historien, Henri Guillemin, en 1974. Il écrit Nationalistes et nationaux, et il explique qu'en fait, pour lui, la défaite, c'est l'œuvre de l'oligarchie financière française, l'oligarchie financière et politique.
Alors, et puis maintenant, on a cette tendance à considérer qu'il y a une responsabilité politique autour de la défaite. Eh bien, elle est cultivée par des historiens, je dirais, altermondialistes. Et je voudrais citer Annie Lacroix-Riss, qui en 2006 a écrit Le choix de la défaite. Alors, elle explique que, en fait, la défaite de 40 n'est pas une défaite militaire, c'est un complot. C'est un complot organisé par une société secrète qui s'appelle le mouvement synarchique. Vous lirez l'ouvrage. Et ce mouvement synarchique est une puissante société secrète alliant la finance, la politique et l'armée, a considéré qu'il fallait punir le Front populaire en 1936. Et il fallait empêcher absolument que le Parti communiste puisse récupérer quelques pouvoirs d'une éventuelle victoire. Alors ce point de vue, évidemment, est étayé par certains arguments. Puis il n'y a pas évidemment que le patronat. D'après elle, il y a aussi les partis politiques d'extrême droite de l'époque. Alors, je voudrais citer quand même certains titres de journaux étonnants. Le 15 mars 1936, l'Action française dit « S'attaquer à Hitler serait une croisade juive ». C'est le grand titre du journal, le 15 mars 1936. Et puis, le 28 septembre 1938 encore, l'Action française, la paix, point d'exclamation, la paix. Juste après Munich. Donc on voit, il y a un courant d'opinion, il y a un véritable courant d'opinion. Et puis, évidemment, l'argument qui sera donné par Annie Lacroix-Riss, c'est le comportement de certains militaires français qui n'ont pas défendu des crédits militaires après la construction de la ligne Maginot, que vous avez vu, qui a été construite de 1925 à 1930. Alors ce complot synarchique, bon, on pourrait s'étendre dessus. Il y a eu une critique faite de cette loi par Olivier Dard en 1998. Alors c'est un argument qu'il faut entendre. Il faut également ne pas oublier qu'il y avait en France, c'est assez étonnant, mais un comité France-Allemagne de soutien, Amitié France-Allemagne, qui a été fondé en 1935, qui a fonctionné jusqu'en mai 1939, pendant 4 ans, dans lequel écrivaient un certain nombre de politiques, d'écrivains, Bertrand Jouvenel, Georges Capini, mais le plus intéressant, c'est sans doute François Pietri, qui était ministre de la Marine, homme politique, gendre de Coty, le fameux parfumeur milliardaire, et qui était lui-même ministre de la Marine de 1935 à 1936, et qui donc écrivait, soutenait financièrement le comité France-Allemagne. Je ne parlerai pas évidemment de Fernand Brinon et de la place. Alors, on a effectivement au cœur de cet argument un certain nombre de présupposés qui pourraient nous faire aller dans ce sens. Mais alors, à l'inverse, si on retourne, eh bien, l'autre côté dit la même chose. C'est-à-dire que vous avez à la droite, à une certaine droite, eh bien, on dit, mais oui, c'est le Front populaire qui a fabriqué la défaite. Donc c'est pas eux, c'est les autres. Alors l'argument est donné notamment par les historiens qui vont, autour de Vichy, construire la responsabilité française de la défaite. C'est le procédurion de 1942. Et dans cette responsabilité, on y voit effectivement un certain nombre d'écrivains, de Rue La Rochelle, Monterland, Lucien Rabaté, Céline, je l'ai cité. Pétain lui-même, le 25 juin 1940, s'exprime ici à Bordeaux en disant la défaite, elle est le fruit, il donne l'explication de la défaite. Pour lui, c'est le fruit du relâchement et de l'esprit de jouissance. Et puis, on a plusieurs auteurs après la guerre, dont Louis-Denis Girard, qui écrit la défaite de 40 est le fruit d'une nationalisation de 1936. L'armement français n'a pas été bien conduit à cause des nationalisations, à cause des 40 heures et à cause des congés payés. Donc la responsabilité, elle est au Front populaire. Vous voyez, donc chacun se renvoie la balle. Et puis, même chose, je vais vous dire un mot quand même sur la reparution de l'humanité en
mai 40 et en juin 40, il est très intéressant de constater que le 18 juin 40, pendant que De Gaulle parle à Londres, eh bien, l'humanité reparaît à Paris. Il y a un tract qui circule, signé l'humanité, et qui s'appelle « Il y a des comptes à régler ». Il y a des comptes à régler. Et dans ce tract, le clandestin, le Parti communiste, comme vous savez, sa position était de dénoncer la guerre impérialiste, et donc il était officiellement, il a renoncé à l'effort de guerre, il considérait qu'il fallait signer la paix. Et dans ce tract, eh bien, le Parti communiste se justifie en expliquant pourquoi il est pour la paix, parce qu'il considère lui aussi que la paix est la seule solution dans la mesure où le pouvoir politique, en général, n'a pas donné les moyens à la France de combattre l'Allemagne. Alors comme vous voyez, les deux points de vue se rejoignent, mais ils ne sont pas pris de la même façon, et finalement les frères ennemis se rejoignent dans la même dénonciation. Maintenant je passe au deuxième, une dernière parenthèse quand même, le complotisme en histoire. Avec ce premier argument, on est au cœur du complotisme en histoire. Et si je vous disais qu'il n'y a pas de complot, c'est un complot de le dire. Donc finalement, on ne s'en sort pas. Alors, deuxième point, une défaite prévisible. Une défaite prévisible et inéluctable. Alors là, je vais maintenant vous... voilà. Vous avez le nom des historiens qui aujourd'hui... Jean-Louis Crémieux-Briac, Maurice Weiss, Alistair Rand, historien anglais, Eric Roussel et Ludovic Misirovic, qui est un historien polonais. Pour eux, la défaite est prévisible et inéluctable. La défaite, c'est une affaire de structure. La France de 1940 est un pays vieilli dont les structures sont affaiblies. Alors c'est l'affaiblissement démographique, les classes creuses, c'est l'affaiblissement démocratique. Trop de combats démocratiques tuent la démocratie, selon les historiens en question. L'économie, une économie en perte de vitesse, et la diplomatie, sans doute le plus grave, une diplomatie en pleine contradiction. C'est-à-dire que la France veut avoir une politique expansionniste avec une politique militaire repliée sur elle-même. Comment peut-on défendre la Pologne et la Tchécoslovaquie derrière les frontières de l'Imaginons? Et puis enfin, tout cela a été résumé, encore une fois, par les acteurs eux-mêmes. Gamelin dit le 16 mai, quand on lui dit que sont vos réserves en général, il répond infériorité numérique, infériorité d'équipement, infériorité de méthode. Vous voyez, il se plantait le couteau dans le dos, lui. Et puis, Pétain lui-même le dit aussi, le 20 juin, il va expliquer la France, trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés. Les structures, donc. Et puis, pour ces historiens, le duel était inégal. Venons-en maintenant aux forces. Eh bien, pour eux, il y a une réelle disproportion dans les forces. Le char allemand, très mobile, une aviation aérienne, une aviation supérieure, deux points très importants dont on parlera, la défaillance du matériel français en termes d'artillerie antiaérienne et d'antichars. Et puis, comme l'a dit De Gaulle lui-même, dans l'appel du 18 juin, la submersion de la force mécanique. Enfin, pour ces historiens, la défaite prévisible, elle est dans le matériel militaire lui-même. L'avion français, il est surclassé d'avance par rapport au Messerschmitt 109. L'avion français, le principal avion, c'était le Morane Saulnier 406. Le char, surclassé aussi, d'après ces historiens. Le char français, le principal char, c'était... bon, il y avait le B1, vous savez, qui est un char Renault. B1, qui est un très bon char, mais dont la tourelle était monoplace, mal commode, avec notamment une grille à l'avant, une grille d'aération sur laquelle les pointeurs allemands pouvaient tirer et enflammer le char. Et puis, un élément très important, le ravitaillement des chars. Le char, n'est-ce pas, a été ravitaillé par Jerrycan,
il fallait apporter des jerrycans pour, sans arrêt. Donc les jerrycans suivaient les chars, n'est-ce pas? Et puis, autre élément important, les communications, la radio. Il n'y avait pas de radio dans aucun char, aucun camion ne disposait de la radio, à la différence des Allemands qui avaient tous la radio. Donc effectivement, la communication, c'est un élément important dans la conduite de la guerre. Alors, autre point, tout cela, évidemment, a été pointé du doigt, vous allez me dire, mais oui, ça a été pointé du doigt par un grand nombre de rapports parlementaires. Alors, je voudrais citer le rapport Montigny, puisqu'on m'a montré le Montigny tout à l'heure, une de ses publications, rapport Montigny, député de Nassau, rapport Benazet, qui s'appelle Notre sécurité, qui pointe du doigt en 1938 la situation de l'armement français. Et puis le rapport de Fernand Laurent, en 1938 aussi, député, qui considère qui attire l'attention du gouvernement sur le contrôle de l'armement. En fait, déficience dans le contrôle de l'armement. Donc tous ces éléments, vous voyez, avaient été déjà pointés du doigt par les députés. Alors, je pourrais dire un mot du saillant de Sedan, n'est-ce pas, à la poche des Ardennes, dont on a parlé tout à l'heure. Imprenable. C'était réputé imprenable. Lorsqu'on pose la question à Pétain en 1934, il dit mais c'est impossible de traverser les Ardennes. Si un char traverse, on arrivera à le pincer à la sortie. C'est pincer, c'est le terme qui est imposé. Alors, en 1938, on a des manœuvres faites par le général Prételat sur place avec Gamelin pour montrer qu'on peut traverser les Ardennes très très bien. Et en fait, le commandant français considère que c'est pas possible, c'est une erreur. Bon. Et troisième manifestation, le député Pierre Tétinger en mars 40 fait un rapport pour dénoncer le saillant des Ardennes, pas défendu. Toujours pas défendu par l'armée française. Le rapport part à Paris, chez le général Gamelin. Pas de suite. Alors, conclusion de ces historiens, une direction du politique du pays, inconsciente, divisée, inconsciente parce que pas de réponse aux graves questions militaires qui étaient posées. Et puis, évidemment, la division des hommes politiques. Mais ça, c'est classique, ça n'a rien d'extraordinaire. Et puis enfin, sur ces questions-là, 2 points, 3 même. Tout d'abord, la désorganisation de l'appareil industriel. Oui, on peut dire qu'en 1939, en septembre 1939, l'appareil industriel est en crise. Il est en crise pour différentes raisons, mais une qui va vous étonner, eh bien, c'est que 150 000 ouvriers sur le terrain ont été retirés des armements pour aller sur le front. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'il devait sans doute se la couler douce dans les ateliers, donc on les a envoyés sur le front. Donc ils en manquaient évidemment pour produire des chars et des avions. Donc il a fallu les rechercher entre le mois de septembre et le mois de décembre. Et la responsabilité porte sur Jacomet, le secrétaire général du ministère de la Défense. C'est Raoul d'Autry qui demandera le retour des ouvriers des arsenaux. La structure sociale militaire de la France. Eh bien, il faut savoir que pour faire des économies, c'est important de faire des économies, on sait ce que c'est aujourd'hui, l'État a supprimé 100 000 postes militaires de gradés, carrière, entre 1928, 1929 et 1935. Et on les a remplacés par quoi? Par des réservistes, bien entendu, plus âgés, plus expérimentés, sans doute. Et voilà, donc on a en 1939 un pays qui a une armée commandée quand même âgée par rapport, avec une moyenne d'âge autour de 45 ans pour le commandement, et donc âgée par rapport à l'armée allemande, et même l'armée britannique. Parce qu'elle est composée pour son encadrement avec un grand nombre de réservistes. Et puis enfin, c'est un argument qui est donné par certains historiens, la manœuvre militaire elle a besoin d'une autorité forte. Et naturellement, à Berlin, l'autorité était forte. Pas besoin de faire un dessin. Et elle était plus faible à Paris. Et enfin, toujours pour ces historiens,
pas de moyen de résister face à un tel ennemi. L'armistice était-elle la solution? En tout cas, l'armistice est apparu pour ces historiens comme la seule solution possible, celle qui permettait de sauver notamment l'honneur de l'armée. On y reviendra. Alors, je trouve que ce point de vue des historiens est un petit peu déterministe, et je crois que, à mon avis, en histoire, une chose n'est pas toujours conditionnée par une autre, et les lois de l'histoire peuvent parfois être bouleversées, nous le verrons. Troisième point, la défaite impardonnable. La défaite impardonnable, c'est le point de vue de Claude Quétel, d'Henri Michel, de Jean-Baptiste Durosel. Elle est à mi-chemin entre le prévisible et l'évitable. La position de la France en guerre était effectivement difficile, compte tenu de l'histoire de l'entre-deux-guerres, mais elle aurait pu rester sous contrôle si ne s'y étaient pas ajoutés des éléments aggravants que je vais évoquer maintenant. Nous n'avons pas évoqué ou pas? Tout d'abord, le climat pacifiste. Alors, le climat pacifiste, c'est un grand argument qui a été évoqué par Vichy à partir de 1948. C'est vrai que vous connaissez la chanson de Maurice Chevalier, et tout ça, c'est en excellent français qui marche au pas. Bon, et puis à la fin, vous vous souvenez de la dernière phrase. Ils aimeraient bien tous ces excellents français qu'on leur fout la paix. Voilà. Cette chanson, elle est en septembre 1939. Et elle est donc chantée à la radio, pas encore à la télévision, à la radio et dans les casernements. Donc effectivement, il y a un climat pacifiste. Mais encore une fois, mourir pour Danzig, est-ce que c'est mobilisant de mourir pour Danzig? Question. Alors Henri Michel dit, un pays, la France, qui a conspiré ardemment à sa propre défaite. Conspiré ardemment à sa propre défaite. Sentiment général d'inutilité. Pourquoi se bat-on? Pourquoi se bat-on effectivement pendant 3 semaines, 1 mois, puisqu'on ne s'est pas battu 9 mois avant? Il y a notamment, il ne faut pas l'oublier, la mobilisation a duré 1 an, et en fait, on a mobilisé largement toutes les classes de la société, les commerçants, notamment, et tous les agents économiques ont été mobilisés. La France est un pays qui souffre démographiquement, qui a une classe d'âge très qu'il faut mobiliser entre 40 et 60 ans. Hein. Donc la mobilisation a été très très large, beaucoup plus large qu'en 1914. Ce climat pacifiste, c'est pas ça qui fait perdre une guerre. Il y a d'autres arguments. La stratégie militaire. Revenons-en à un point important, c'est cet argument donné par les historiens de la défaite impardonnable. La stratégie militaire, une doctrine militaire exclusivement défensive et inadaptée, lente et procédurière, prédominance du feu sur le mouvement, croyance en la violabilité des frontières. Et oui, on l'a vu, imaginons inviolable, le mur des Ardennes inviolable, n'est-ce pas? Alors, tout cela n'est pas tombé du ciel. La littérature militaire des années 30 est édifiante. Je voudrais citer le livre du général Chauvineau, qui paraît en 1938. Il paraît beaucoup d'ouvrages sur la guerre à cette époque-là. Ça s'appelle « Une invasion est-elle encore possible ?» Vous vous rendez compte, en 1930. Mais il explique, ce bon général Chauvineau, il explique qu'en fait, la France ne peut pas être envahie, c'est pas impossible. Parce que l'Allemagne Maginot est là et que les Belges sont au nord, n'est-ce pas? Vous avez vu, l'armée belge, l'armée hollandaise, et l'armée française ira tout de suite au contact. Donc il n'y a aucune chance que la France soit envahie. Et alors, évidemment, à cette occasion, il fait un sort sur l'utilisation du char. Vous vous souvenez que, vous savez que De Gaulle a écrit, Charles de Gaulle à l'époque, colonel, professeur à l'école de guerre, il soutient l'alliance du blindé et de l'infanterie et de l'aviation pour le mouvement. Eh bien, le général Chauvineau dit que c'est une imbécilité absolue. Ça n'a aucun intérêt, n'est-ce pas? Le char est inutile sur les champs de bataille. Ne construisons pas de chars. C'est ce qui est écrit dans l'ouvrage du général Chauvineau, 1938.
Voilà. Donc, il s'oppose très clairement à Charles de Gaulle sur l'arbre blindé. Donc, la doctrine militaire française, elle est toute en défense, exclusivement en défense. Alors, ensuite, il y a ces points pour une défaite impardonnable, c'est les forces sur le terrain. Comment dispose-t-on les forces sur le terrain? C'est vrai que l'armée française, on en verra après les effectifs. L'armée française a des effectifs importants, mais elle ne les dispose pas bien. Alors je vais revenir sur la carte. On va revenir sur la carte. Les effectifs, la moitié des effectifs français sont cachés derrière les Maginot depuis les 40. Au lieu d'être déployés en Belgique, ils sont cachés derrière les Maginot, ils ne servent à rien donc. Absence de réserve stratégique, alors on pourrait se dire que ce sont des réserves. Non, en fait, Gamelin, lorsqu'on le commandant en chef, on lui pose la question, il dit non, ce n'est pas des réserves, elles défendent la Maginot. Alors, autre point, la bureaucratie militaire. Ah, la bureaucratie militaire. Qui est à la bureaucratie, ce que la bureaucratie civile est à la bureaucratie. Sclérosée, bien entendu, comme toujours. Problème des munitions, problème du matériel. Alors, Marc Bloch, dans son ouvrage, nous explique que, effectivement, le munition n'arrive pas à destination. Alors, on a un cas intéressant. Bon, on a un cas intéressant, c'est celui des 6000 camions. Je prends des petits événements comme ça pour attirer l'attention. Le 13 juin 1940, Renault, donc les usines Renault de Boulogne-Billancourt. D'ailleurs, Louis Renault traînait les pieds pour construire le matériel de guerre. Il a fallu carrément occuper l'usine pour le forcer à fabriquer une matériel de guerre, ce qui après fait dire à Annie Lacroix-Ris dans sa première... vous vous souvenez, le premier cas de patronat était pour la paix avec l'Allemagne, puisqu'il ne voulait pas construire de camions. En fait, Louis Renault n'était pas payé, c'est pour ça qu'il ne voulait pas construire des camions pour l'armée. Mais bon, ces 6000 camions, ils sont là, il faut les livrer. Et on est le 13 juin 1940, vous vous rendez compte, il y a plusieurs milliers de soldats français autour de Paris. Il faudrait les véhiculer à l'arrière pour mettre un front sur la Loire. Eh bien non. Il manquait le klaxon sur les camions, figurez-vous, que comme il n'y a pas de klaxon, eh bien, les 6000 camions resteront aux usines Renault. Comme ça, les Allemands pourront venir le lendemain sans impact. Vous voyez donc la bureaucratie militaire, ça a du sens parfois. Alors, je vais maintenant vous parler de l'impréparation de la guerre. L'impréparation de la guerre, eh bien, saviez-vous que, c'est étonnant, mais le 26 avril 1940, on a signé les permissions. Ben oui, 12% des effectifs de l'armée française étaient en vacances, le 10 mai 1940. Alors vous allez me dire, mais évidemment, ils ne savaient pas qu'il y avait l'invasion. Mais si, il n'y a aucune surprise. Aucune surprise, l'invasion du 10 mai 1940 n'a aucune surprise. Tout le monde savait qu'elle aurait lieu, les renseignements militaires, Gamelin le savait, tout le monde le savait. Mais évidemment, il fallait que les militaires partent en vacances. Bon, donc 12% des effectifs en vacances. Il y a alors un autre cas intéressant. Savez-vous que la défense de la Meuse, la Meuse c'est une rivière qui à certains endroits tombe à brut dans l'eau, mais il y a parfois des bords assez plats, d'autres assez escarpés. Eh bien, on s'est demandé comment va-t-on protéger la Meuse. Il faut mettre des fils barbelés sur le bord pour éviter que des hauts fils de barbelés pour éviter que l'ennemi traverse. Ah, mais c'est sans conteste, ce sont les pêcheurs à la ligne. Quand l'armée française a voulu placer des barbelés sur les bords de la Meuse, les syndicats pêcheurs à la ligne s'y sont opposés, et il a fallu mettre on a mis, n'est-ce pas, des barbelés à ras de l'eau pour que la canne à pêche puisse passer par-dessus.